Les auteurs des agressions contre les enseignants de Nagaré répondront de leurs actes, foi du ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation qui s'est rendu sur les lieux. Jean-Martin Koulibaly est allé prendre le pouls de la situation et s'entretenir avec les parties concernées pour une sortie de crise. Depuis le 15 septembre 2015, l'administration publique fonctionne en journée continue, une situation qui oblige les fonctionnaires à avoir de nouvelles habitudes alimentaires. Comment ces fonctionnaires vivent-ils cette nouvelle situation? La réponse dans le dossier de cette édition. Voilà pour le menu de ce journal. Bonjour à toutes et à tous. Une semaine après le saccage des domiciles et les agressions des enseignants de Nagaré par leurs élèves, le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation s'est rendu hier sur les lieux. Objectif à s'enquérir de la situation de crise qui prévaut dans cette localité où les activités scolaires ont cessé. Le ministre Jean-Martin Koulibaly a donné la réponse du gouvernement à cette situation. On fait le point avec Alassane Tchenderbego et Lambert Soma. Exprimer la gratitude du gouvernement à l'endroit des notables de Nagaré qui ont permis d'éviter le pire face à la furie des élèves, c'est le sens de ce déplacement du ministre de l'Éducation nationale. Mais ce n'est pas tout. Ces actes-là seront sanctionnés avec la plus grande rigueur. Ceux qui s'en sont auteurs, les instigateurs, les acteurs, tout ce beau monde, dans le cadre d'une enquête judiciaire en bonne et due forme, chacun devra répondre de ses actes. Au CUG de Nagaré comme à l'école primaire, point d'enseignants, les classes sont closes depuis une semaine. Des voix s'élèvent pour décrier les agissements des élèves. La chose qui s'est passée là, c'est incroyable pour nous. Sinon, on ne sait pas comment on peut expliquer. C'est vilain même. Ce qu'ils ont fait, c'est pas bon. On demande pardon. Pardon, pardon. À Logobou comme à Diapaga, où se sont réfugiés certains enseignants, le ton est plus ferme, les revendications sont claires. D'abord, l'affectation immédiate de tous les enseignants et professeurs de l'école du village de Nagaré. Deuxième point maintenant, nous allons demander le dédommagement. Troisième point, nous allons demander à ce qu'on arrête ces brigands. Nous avons demandé la fermeture de l'école, ce qui est fait. À cela, il faut ajouter la réouverture du commissariat de police de Logobou avec un effectif bien étoffé. Face à toutes ces préoccupations, des pistes de résolution sont en vue. Du retour de la sécurité, en échangeant avec les populations à Logobou, c'est elle qui doit prendre l'initiative de redemander la mise en place de la sécurité. Du reste, nous avons échangé également avec M. le gouverneur sur comment les modalités de ce retour-là, dans des délais suffisamment brefs. La réaffectation des enseignants ou du personnel en défaut de sécurité en dehors de cette province, là où la sécurité est présente. Ça également, je peux le comprendre. Le dernier point qu'ils avaient, c'était l'affectation du personnel de ces deux établissements en dehors de la province. Là-dessus, j'ai indiqué que j'aurais souhaité que nous ayons une autre perspective, à savoir que ces mêmes enseignants qui ont été traumatisés par leurs élèves puissent aller dire à ces élèves-là que ce n'est pas comme ça que ça se passe, les revendications. Ça aussi, c'est de l'éducation, pour que demain, ces enfants sachent que on peut revendiquer, on a des droits de revendiquer, mais il y a des manières de revendiquer. L'APE de Nagaré s'engage à assurer désormais la sécurité des enseignants du village. Cette résolution fera-t-elle bouger les lignes? Difficile de répondre. Une chose est sûre, à Nagaré comme dans pratiquement toute la Tapua, les classes sont fermées. Le ministre de l'Éducation nationale a promis que le point sera fait aux plus hautes autorités. À l'Union pour le progrès et le changement, l'on estime que le gouvernement doit agir avec encore plus de fermeté dans la crise à Nagaré. Les premiers responsables de l'UPC se sont prononcés sur la question lors d'un point de presse ce matin à Ouagadougou. Mais le principal sujet de cette rencontre avec les journalistes était la suspension de Louis Arma Wali du parti. On apprend aussi que la suspension va toucher un autre membre fondateur de l'UPC, à savoir Bruno Kafando. Des précisions avec Yacouba Gamene et Viviane Tsenderbego. La mesure de suspension de Louis Armand Wali, le deuxième vice-président de l'UPC, date du 16 avril 2016. Les raisons avancées sont violation des statuts, du règlement intérieur et des principes du parti. Monsieur Louis Armand Wali
malgré son statut de vice-président, n'a participé à aucune activité lors de la campagne des élections couplées du 29 novembre 2015. Nous avons donc été surpris que ce grand absent nous invite à faire coalition avec le MPP. La mesure de suspension devrait aussi toucher d'autres militants comme Bruno Kafando. L'UPC, dans sa force tranquille, ne plaît pas aux gens. Nos futurs, désormais ex-camarades, ont voulu que nous allions là où nos militants ne veulent pas. Ils veulent que nous assumons. En suspendant ces militants, le secrétariat exécutif national a demandé leur exclusion de l'UPC. C'est une décision que seul le bureau politique national peut prendre. En attendant, l'UPC s'est prononcé sur les récents événements de Nagari. Nous pensons que la sanction que l'État a eu à prendre, cette sanction n'est pas suffisante. Il ne suffit pas tout simplement de fermer. Mais quels sont ceux-là qui ont été à l'origine de ces actes-là? Il faut que ça soit une sanction exemplaire à même de dissuader et d'autres qui viendraient à poser ces genres d'actes. L'UPC prendra part aux élections municipales de mai 2016. Le parti signale une vingtaine de recours de candidats en cours d'examen. Autre point de l'actualité, les parties prenantes de l'autorité de bassin de la Volta tiennent leur 3e réunion à Ouagadougou. Le développement du partenariat entre les acteurs de l'eau de ce bassin est le principal sujet débattu au cours de cette réunion. Il sera aussi question de l'amélioration des connaissances sur le bassin de la Volta et les politiques transfrontalières de gouvernance des ressources en eau. Nongba Kouda, Adama Koulibaly. C'est Ouagadougou qui va abriter pour la 2e fois la réunion du Forum des parties prenantes de l'autorité du bassin de la Volta. Ce forum, qui est à sa 3e édition, va aborder les questions d'amélioration de la connaissance de ce bassin, des politiques de bonne gouvernance des ressources en eau, dans l'optique d'améliorer la participation et le développement du partenariat entre différents acteurs. Les problèmes sont généralement des problèmes environnementaux. Il y a la déforestation, il y a les feux de brousse, il y a même la pollution de l'eau, avec les pêcheurs qui mettent les pesticides dans l'eau pour attraper les poissons. Et il y a énormément de problèmes et tous ces problèmes les mettons dans le cadre de la gestion de l'environnement, qui est aujourd'hui un défi. Et c'est pourquoi demain nous allons vous présenter les thèmes de référence que nous avons déjà élaborés sur le plan directeur de l'autorité du bassin de la Volta. Donc c'est un plan qui va nous permettre de revoir tous ces problèmes, de discuter sur tous ces problèmes et de voir comment ensemble nous pouvons les régler. Un forum qui va sans doute renforcer les actions des pays de l'autorité du bassin de la Volta dans le processus des objectifs de développement durable en termes de gestion des ressources en eau. Les bassins hydrographiques, c'est l'entité la plus fiable et la plus sûre pour une gestion intégrée des ressources en eau, dont le Burkina est un des pilotes en Afrique occidentale. Et c'est pour cela, le fait que ces acteurs se retrouvent, qu'ils parlent, qu'ils regardent leurs problèmes, qu'ils regardent leurs projets, permet effectivement d'exploiter de façon optimale les ressources naturelles du bassin de la Volta. Opérationnel depuis 2012, ce forum contribue à la mise en application du principe de l'approche gestion intégrée des ressources en eau dans les 6 pays qui comptent le bassin de la Volta. Parlons à présent de santé, des soins infirmiers qui sauvent. C'est le thème d'une rencontre internationale qui se tient à Ouagadougou. La rencontre réunit les infirmiers de la sous-région ouest-africaine. Ils seront outillés sur les bonnes pratiques de soins infirmiers dans la prise en charge des enfants atteints de fente labio-palatine, communément appelée bec de lièvre. Le reportage de Mokhtar Ouedraogo et Oumou Sissé. Donner le sourire à des enfants atteints de fente labio-palatine, communément appelée bec de lièvre, c'est ce à quoi vont s'atteler ces 25 infirmiers une fois de retour dans leur pays respectifs. Pendant 3 jours, ils ont été à l'école pour offrir des soins sécurisés aux enfants atteints de ce mal. Pour ce qui est des soins pré, per et post-opératoires, vraiment on a eu vraiment un bagage vraiment assez étoffé. Ici par exemple, on nous a montré comment est-ce que il faut nourrir un enfant qui est atteint de bec de lièvre. La manière dont il faut positionner cet enfant pour le nourrir. La fente labio-palatine est une malformation congénitale qui touche des milliers d'enfants à travers le monde. Et depuis 2014, la chirurgie pour la réparation de cette malformation est pratiquée par des médecins burkinabés.
Avec l'appui justement de cette ONG qui s'appelle Smile Train, nous arrivons à prendre en charge ces enfants. Ils arrivent, tout bébé, il y a une équipe pluridisciplinaire qui a été mise en place et nous essayons de prendre en charge ces enfants dans leur globalité. Donc on les élève, à 3 mois on répare la lèvre et à 1 an on répare le palais. Et cela gratuitement. Les soins infirmiers sauvent des vies. C'est sous ce thème que s'est tenu cet atelier international. Il a eu lieu grâce à l'ONG Smile Train, une ONG qui a son siège aux États-Unis et qui intervient partout en Afrique pour la prise en charge des enfants souffrant de fente labiopalatine ou bec de lièvre. Et pour la prise en charge des enfants, les autorités sanitaires peuvent désormais compter sur cette nouvelle cuvée de l'université Ouaga 1 Joseph Kizerbo. De nouveaux pédiatres entièrement formés dans cette université ont effectué leur sortie officielle le 19 avril dernier. Ils sont de 5 nationalités. La confraternité, c'est le nom de baptême de cette promotion de pédiatres. Le reportage de Césaire Carfo et Yolande Lompo. Fatimata Bari est depuis 3 ans pédiatre. Son amour pour les enfants et sa détermination lui ont permis d'atteindre ce niveau, et ce malgré son rôle de mère au foyer. Aujourd'hui, elle est en ces lieux pour recevoir son diplôme à l'occasion de la seconde sortie cumulative des promotions de 2011 à 2015 des pédiatres entièrement formés au Burkina Faso. Issus de 5 nationalités, ces 36 impétrants ont pris pour nom de baptême confraternité. La formation de la pédiatrie, c'est une formation de la médecine générale adaptée à l'enfant. Nous essayons de donner le meilleur de nous-mêmes pour réussir notre mission en tant que pédiatre. Entre médecins, il faut surtout la confraternité. On doit vraiment se soutenir et vraiment ne pas s'abandonner. L'état de la santé d'un pays se mesure par la santé de la mère et de l'enfant, et la sortie de ces promotions pourrait contribuer à réduire le taux de mortalité infantile. Il n'y a pas de ressources humaines plus qualifiées que les pédiatres qui vont venir nous aider à lutter contre la mortalité infantile afin de nous permettre de rehausser les indicateurs de santé dans notre pays et surtout nous permettre d'atteindre les objectifs que le gouvernement s'est fixés en rendant les soins de santé gratuits. Et pour encourager ces filleuls à bien prendre soin des tout-petits, le parrain leur a fait don d'outils indispensables dans l'exercice de leur profession. Autre point de l'actualité, s'informer, échanger et mutualiser leurs expériences dans le domaine des technologies, de l'information et de la communication. Les acteurs du domaine des TIC sont à cet exercice au cours d'une rencontre à Ouagadougou. C'est également pour eux un cadre pour renforcer leurs connaissances sur la protection des données à caractère personnel. La rencontre se tient à l'initiative de la CIL, la Commission de l'informatique et des libertés. Urbain Benito Somé et Abdul Rasmane Zongo. Connaître son champ de compétences et d'intervention respectives élargit la coopération entre acteurs, bref, provoquer une synergie des énergies. Voilà les espérances de cette rencontre transversale sur l'éthique, les technologies de l'information et de la communication. L'initiative de la présente rencontre vient du constat que nous sommes plusieurs acteurs dans l'écosystème du numérique. Ces différentes structures existent et très souvent elles ne se connaissent pas, elles ne connaissent pas leur mission réciproque. Et c'est l'occasion ici pour nous de nous retrouver, d'échanger de nos missions, de nous connaître et d'instaurer un cadre de coopération pour une mise en œuvre de la politique de développement des TIC au Burkina. Les différents acteurs publics nationaux de l'univers numérique, après échange et communication, doivent parvenir à des résultats qui, d'un côté, protègent davantage les droits liés à l'utilisation du net et de l'autre côté, luttent contre les abus, l'injustice et la discrimination sur la toile. Et puis le dossier de cette édition est consacré à l'alimentation des travailleurs pendant la journée continue. Les travailleurs tentent de s'adapter à cette nouvelle situation qui a entraîné chez eux un changement dans leurs habitudes alimentaires. Et ce n'est pas sans conséquence sur la santé de la vie des nutritionnistes. Comment bien s'alimenter tout en restant productif et préserver sa santé? Des éléments de réponse dans ce dossier signé Idrissa Warga et Mireille Carole Tougouma. Hôtel administratif de Bobo Dioulasso. Il est 12h30, heure de la pause. Sur ce site de fortune aménagé dans un coin,
des travailleurs se restaurent. Manger hors des ménages à midi est désormais intégré dans leur quotidien. On s'adapte à ce qu'on a eu, on descend plus, vous avez vu, il y a un seul kiosque en face de tout un hôtel administratif. Il y a beaucoup de directions ici. Bon, ça dépend de l'occupation de la journée. Si vous êtes trop occupé, vous descendez, ce que vous trouvez, vous mangez. Souvent, le temps ne nous permet même pas de rester là-bas manger. On est obligé de transporter la nourriture au bureau. Voilà, comme aujourd'hui, comme ça, je vais vous montrer un exemple. J'ai payé mon ticket. Dans peu de temps, je vais sortir dans le couloir parce que je ne peux pas manger dans les bureaux. Si pour certains, s'alimenter dans un restaurant peut être convenable, d'autres préfèrent avoir toujours sur soi un plat fait maison. Depuis que ça a commencé, je préfère envoyer mon plat moi-même. Je me lève le matin un peu tôt, je fais quelque chose juste un peu pour le midi, en attendant de descendre à 15h30. Bon, le problème fondamental, j'allais dire le problème phare dans la qualité de ce qu'on mange dans les restaurants, c'est peut-être les ingrédients qu'on utilise là-bas. Voilà, moi personnellement, je n'apprécie pas. À la maison, je ne consomme pas le kimchi ni le sel en excès. Peut-être dans les restaurants, c'est des choses qui ne sont pas jugées. Je prends mon petit déjeuner un peu tardivement, c'est-à-dire aux environs de 10h. Donc ça fait que jusqu'à 12h, 13h, bon, on a toujours des énergies pour continuer de travailler. Généralement, c'est carrément après la descente que je me restaure. Et ce changement d'habitude alimentaire n'est pas sans conséquences sur la santé. On a tendance à exagérer dans la consommation des aliments le soir, puisqu'on ne le maîtrise plus. Et malheureusement, les principales conséquences en matière de santé, c'est le surpoids. Le surpoids, l'obésité et malheureusement aussi les maladies chroniques liées à la malnutrition, à savoir le diabète et la tension. Il faut se dire ce qui est recommandé de nos jours, c'est 3 repas par jour. Et ça doit être structuré de telle manière que le petit déjeuner normalement se prenne entre 6h et 9h, le déjeuner entre midi et 14h et le dîner entre 19h et 21h. Pour être productif dans son milieu de travail, il faut donc manger convenablement, ce qui passe par un régime équilibré. Parce que normalement, il est conseillé d'ajouter, surtout ce qu'on néglige, les fruits et légumes. Il faut ajouter des produits céréaliers, il faut ajouter la viande ou le poisson, et il faut ajouter aussi des produits laitiers, et surtout mettre l'accent sur les fruits et légumes de façon globale. Il est également recommandé de manger calmement. Les repas trop gras ou trop sucrés peuvent être nuisibles. Pour les diabétiques et les hypertendus, les crèmes sont à bannir. La santé n'a pas de prix, a-t-on l'habitude de dire. En prendre soin est une nécessité vitale. Et on reparle du secteur des TIC avec le syndicat des professionnels des TIC qui exprime son mécontentement et pour cause le non-respect de l'engagement pris par le gouvernement pour la relecture de leur grille indemnitaire. Le syndicat dénonce aussi ce qu'il appelle une injustice subie par les informaticiens dans leur carrière depuis plus de 2 décennies. Le syndicat des professionnels des TIC a donné de la voix au cours d'une conférence de presse ce matin à Ouagadougou. Amadou Ilboudo et Ramatou Zida. On ne touche pas aux acquis, c'était là les prémices de l'acceptation de la nouvelle grille indemnitaire des professionnels des technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, le constat est tout autre. Cela fait 2 ans environ qu'ils ne perçoivent plus leurs indemnités spéciales d'informaticiens. Réunis ici au sein de leur syndicat, les professionnels des TIC condamnent les injustices subies par le corps des informaticiens. Ils exigent le rétablissement et le rappel des indemnités ainsi que la reconstitution de leur carrière. L'indemnité spéciale d'informaticien était purement et simplement supprimée, alors que les autres ont maintenu leur indemnité et après la nouvelle grille. Au niveau de notre carrière également, il faut noter que depuis 22 ans, le corps des informaticiens n'avait pas de concours professionnel. Donc actuellement, d'autres sont presque à la retraite et ils n'ont plus la possibilité de passer de concours professionnels. Il y a également le diplôme d'ingénieur de travaux informatiques qui est classé en A3 au lieu de A2. Le Sympétic se dit disposé à engager des discussions concernant leur plateforme revendicative, mais il constate un manque de volonté de la part des autorités. Ils sont assis, c'est des correspondances qu'ils envoient. Pourtant, chaque semaine, ils se croisent en conseil des ministres. Pourquoi pas Madame le ministre peut s'élever et prendre rendez-vous avec les autres départements et pour discuter clairement des problèmes. C'est décevant
Et nous déplorons ces situations-là. Le syndicat des professionnels d'éthique a déposé un préavis de sit-in prévu pour les 25 et 26 avril prochains. Si rien n'est fait à l'issue, il compte hausser le ton et entreprendre des actions fortes pour se faire entendre. Un autre mouvement d'humeur, c'est ce sitting organisé par le SINAPAGE, le syndicat national des personnels d'administration et de gestion, de l'éducation et de la recherche. Et c'est l'un des sujets phares à lire dans la presse écrite de ce jeudi. La revue de presse est signée de Aimé Solange Guigma. À la une des journaux de ce jour, le sitting du SINAPAGE à propos des concours professionnels. Il proteste contre l'ouverture des concours professionnels aux enseignants de carrière, constate aujourd'hui au Faso, et promet de boycotter toutes les étapes du processus des 10 concours, renchérit le quotidien. Sa revendication, la restriction des concours professionnels au seul personnel d'administration et de gestion, précise notre temps. Koundé d'or 2016 à lire également dans les quotidiens du jour. Aujourd'hui, au Faso nous informe que tout est fin prêt pour le show à l'affiche Kofi Olomide, Sidiki Diabaté et José, précise le quotidien. Rendez-vous donc le 29 avril, indique le pays, pour un défilé de mode Ouagadougou en hommage aux victimes des attentats, relève l'observateur Palga. À l'international, le quotidien fait savoir que l'arrivée de Riek Machar à Juba est encore repoussée. C'est pourquoi, confie le journal de tous les Burkinabés, qu'un comité conjoint de suivi de processus de paix au Sud-Soudan a appelé à une réunion d'urgence pour discuter de l'impasse entourant le retour du chef rebelle. Après analyse, le pays pense que l'attelage Salva Kiir-Riek Machar est impossible au regard de l'ego surdimensionné de chacun d'eux et de la méfiance réciproque qui les anime, et craint qu'il ne débouche sur un tragique bis repetita. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon après-midi à toutes et à tous.